Donc, aujourd'hui, on va parler justement de Prusa Slicer. On va essayer de justement créer notre fichier pour envoyer aux imprimantes Prusa. Dans le fond, la Prusa MK3 et la Prusa MK4 que nous avons justement avec nous. Bien entendu, ici, on peut, avec Prusa Slicer, si on a les bons paramètres de slice, utiliser les paramètres pour la Fusion 3 Edge. Donc là, à ce niveau-là, ça c'est un petit peu plus tard qu'on va voir cette partie-là. Pour le moment, on va commencer avec juste la Prusa Mark III. On va s'en aller par la suite vers la Mark IV et lorsqu'on va utiliser les coups de pinceau et de coupe et de tout ça pour utiliser plusieurs couleurs. Donc, on va commencer avec la Mark III qui est ici à ce niveau-là. On peut voir le printer qui est ici. On va voir que justement, on a l'original Prusa Mark IIIS et Mark IIIS Plus. Nous, on a les Mark IIIS Plus. Ça ne changera pas beaucoup grand-chose entre les deux, mais on va garder le même profil qui est là à ce niveau-là. On s'assure qu'on a la bonne machine à ce niveau-là. Ensuite de ça, nous sommes prêts à venir importer notre morceau. Bien entendu, on voit que notre plateau est exactement notre plateau que nous avons sur la machine actuelle. Pour commencer, on va commencer par aller ajouter un fichier. Nous, on va aller chercher celui-ci. On va aller directement. On peut avoir dans Prusa Slicer, on peut insérer des STL, des OBJ et des fichiers .step. Je vous conseillerais d'utiliser le .step si vous en êtes capable. Vous allez avoir beaucoup plus de définition au niveau des courbes et des objets. Étant donné que du STL, c'est des triangles. Donc, c'est sûr que quand il y a une piètre qualité du triangle, alors là, on va les voir sur l'impression en réel. C'est sûr que le step, lui, c'est vraiment une garde, une réalité. C'est vraiment pour un fichier qui va être transféré de logiciel en logiciel avec une reconnaissance de fonction, bien évidemment. Donc, celle-là garde toutes les formes géométriques actuelles, étant donné les arcs de cercle et ainsi de suite. Donc, on se garde la belle qualité. On voit que mon objet qui a été ici a été fait par quelqu'un, notre charles.stl, a une dimension en millimètres. Est-ce qu'on veut recalculer la dimension de l'objet? On peut faire oui ou on peut faire non. On peut faire oui. Ce qui va arriver, c'est que la dimension va être recalculée en fonction si c'est un objet qui a été fait en pouces ou un objet qui a été fait en millimètres. Si on fait non, un exemple, on va obtenir justement quasiment rien. Parce que quand la personne l'a dessiné en millimètres, mais l'a exporté en pouces. Donc, ce que ça fait, c'est quand on essaie de vouloir l'arranger, ça ne marchera pas. On peut le voir peut-être un petit peu. L'objet, là, elle est vraiment au centre, là, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Là. On s'approche tout petit pour voir notre objet qui est là. On va voir ici à côté à droite, dans l'objet manipulation, qui est ici. On va voir que le scale factor qui est à 100%, on va voir le size world, ça veut dire que c'est carrément la grandeur complète de votre objet. On voit que c'est 0.24 par 0.24 mm. On voit que c'est tout petit, ça n'a aucun sens. Exemple, si nous désirons juste la supprimer et on va venir ouvrir celle-là, on va dire oui finalement. En faisant un oui, il va essayer de recalculer comme quoi que, il l'a vu en pouces, puis là, ben, OK, il l'a vu en millimètres, puis là, on va lui dire, fais-le en pouces finalement. Donc là, ce que ça va faire, c'est que notre dimension va s'ajuster. Mais est-ce que c'est la bonne? Comme on disait tout à l'heure, la personne l'a sûrement dessiné en pouces et le converti en millimètres ou vice-versa. Lorsqu'on arrive dans le logiciel, lui, il la reconnaît comme en millimètres, mais elle a été dessinée en pouces, fait que là, on peut avoir une petite problématique au niveau des géométries. C'est pas plus grave que ça. Dans ce cas-là, on va aller dans l'objet manipulation qui est ici, encore une fois, dans la petite boîte qui est là. On va lui dire directement quelle est la dimension. En faisant ça, on voit que là, les flèches apparaissent. Parce qu'on peut dire qu'on va grandir dans tous les sens. Mais là, on va grandir en X, mais on a gardé un petit lock qui est ici pour garder le scale factor 100%, toute la gang, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un scale uniforme. Là, ça va être tout égal. Au lieu d'aller ici, on pourrait aller à la gauche, qui est là, qui est le scale carrément, qui était l'échelle de l'image au complet. L'échelle de l'image, là, on pourrait sélectionner justement des axes. Puis là, on pourrait dire qu'on va étirer sur un axe, on va étirer sur un autre axe, qu'on va étirer sur l'autre axe, ou on pourrait prendre les carrés qui sont ici, puis on va le grandir en échelle constante. On voit que ça n'a aucun sens. Puis là, c'est là où on est capable d'aller en haut ici.
Et on peut revenir en arrière pour revenir exactement où nous étions. On va prendre l'échelle, on peut le monter ici. On va le mettre un peu comme nous on le sent. Puis on va regarder justement un peu dans les objets de manipulation qui sont ici. On va voir la grandeur de l'objet qui a été mis là. Bien entendu, celle-là, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est celle que vous voulez. Peut-être que c'est une grandeur un petit peu plus. Moi, je sais que c'était 100 mm qui était ici. Donc là, on voit que le petit château est là, est complet. C'est vraiment la dimension que nous avons besoin. En cliquant, on peut tenir avec le bouton gauche de la souris. On peut déplacer dans notre environnement où ce qu'on le souhaite la pièce qu'on va imprimer. Là, vous avez peut-être remarqué que, là, en bleu, là, on voit que je sors en dehors des lignes du plateau. Donc là, mon objet devient bleu. Si je le mets vert, ça veut dire que oui, tout est beau. On peut continuer justement pour l'impression. Pour déplacer aussi, on peut utiliser à gauche, dans l'onglet justement Move, on peut déplacer justement par rapport à un axe directement et on peut l'envoyer où ce qu'on souhaite, en hauteur, partout. On peut toujours essayer de le ramener, le rapatrier sur le plateau. Nous, on va essayer toujours de le garder comme ça pour être sûr que tout fonctionne. On peut aller vers la rotation de l'objet aussi. Ça peut arriver que des objets soient mal positionnés ou on veut les positionner d'une certaine manière. On pourrait dire, ben moi, je viens la positionner comme ça et je m'assure que l'objet est dans l'orientation à laquelle que je souhaite avoir. Bien entendu, ce n'est pas l'orientation optimum pour cette pièce-là, mais il pourrait avoir certaines pièces à laquelle nous voudrions cette orientation-là. On pourrait la tourner encore une fois. Et voilà. On pourrait voir qu'est-ce que ça donne. On sait que c'est exactement comme ça qu'on voudrait l'imprimer. Bien entendu, on sait que ce n'est pas la bonne chose. Dans les manipulations de l'objet, on voit que moi, étant donné que mes rotations, je les ai bougées. Là, on voit qu'il y a une petite flèche qui vient d'apparaître. Je peux reset la rotation. Fait que je peux revenir comme avant. Puis la dimension, l'échelle, je peux refaire la même chose en cliquant sur la petite roulette qui est là. Ben, je reviens sur mes dimensions actuelles, originelles du dessin. Bien entendu, ce logiciel-là est quand même très, très, très puissant. Il y a beaucoup plus d'options. On va voir quand même juste la base aujourd'hui, mais c'est quand même une bonne partie pour commencer votre impression puis commencer la base de l'impression 3D tout court. Donc, moi, je sais que c'est pas comme ça que je veux l'imprimer. On s'entend que cette pièce-là, elle n'est pas tout à fait stable pour l'impression. Mais moi, il y a un petit outil qui est ici, qui est Place on Face. C'est vraiment qu'on va choisir une facette à laquelle que l'impression est possible de faire. Donc là, on voit que plusieurs facettes nous permettent de prendre cette facette-là pour l'impression. C'est sûr que cette facette-là, on va essayer de prendre la face la plus droite pour créer notre impression. Là, c'est là l'orientation de base qui va être vraiment primordiale. On va voir que là, la plus grande surface est pas mal ici. Puis on le sait que c'est comme ça qu'on va l'imprimer de toute façon, mais on le sait qu'en cliquant sur celle-là, elle vient automatiquement être orientée de la bonne manière. Donc là, si vous n'êtes pas sûr non plus, on pourrait faire un reset de rotation pour être sûr de revenir. Donc là, est ici. On peut s'en aller, on peut bouger en masse, on pourrait prendre cette face-là, on l'imprimerait comme ça ici. Est-ce que ce serait la bonne chose? Pas vraiment pour ce type de projet-là. Donc, avec ça, nous sommes capables de positionner notre objet pour qu'il soit complètement réglé. On va rentrer dans le dernier objet qui est là. Les autres, on va aller un petit peu plus loin, plus rapidement. On va sauter les deux qui sont ici. On va faire le premier qui est cut ici. Le cut, ce que ça fait, c'est, admettons que je suis ici. Là, on voit, j'utilise la bouboule pour me tasser, j'utilise les flèches pour choisir mon angle. Là, on voit ce que ça fait, c'est que là, on voit le plan de coupe. Le plan de coupe. Qu'est-ce qu'est le plan de coupe? C'est le plan à laquelle on va décider de couper notre objet en deux. Là, si on performe notre cut, on voit qu'un objet est coupé directement en deux. On peut l'imprimer en deux parties différentes puis les assembler par la suite. On est en arrière pour la suite. On voit qu'il y a notre cut qui est là. On voit directement ça ici. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est on peut ajouter des connexions. Donc là, cette petite particularité-là, c'est quand même assez compliqué dans un sens. Ce que ça va faire, c'est qu'on va pouvoir permettre de justement prendre des petits connecteurs, d'imprimer les petits connecteurs, puis on va pouvoir justement, on va le faire. On va avoir un petit connecteur qui est ici. Là, en imprimant ces connecteurs-là, il va avoir fait des trous dans l'autre. Quand on va arriver pour les assembler ensemble, ben, ils vont être auto-positionnés
par les petites coches qu'on vient de faire. Bien entendu, on peut les grossir, les mettre carrés, les enfiler. On peut choisir différentes formes, justement, de petits connecteurs pour nous aider à connecter nos impressions ensemble. C'est grandement utile quand on a des grandes impressions. Là, ça, c'est ce qui va nous aider pour, justement, assembler plusieurs morceaux ensemble. Là, c'est ce qu'on veut. Pas nécessairement aujourd'hui, mais on pourrait le faire pour les prochaines pièces plus grandes. Comme on disait, on va skipper ces deux petites étapes-là ici. Et ces deux petites étapes-là ici, on va les garder pour la Prusa Mark IV. Parce que la Mark IV, elle a le MMU 3, c'est-à-dire le Multimaterial Unit 3.0. C'est-à-dire qu'on va pouvoir imprimer jusqu'à 5 couleurs à la fois. Donc là, c'est là où on va avoir besoin de ça ici. Les couleurs, les peintures, ces choses-là, on va les garder à ce niveau-là. Celui-là ici, ce qui va arriver, c'est une autre chose aussi. Là, on va s'assurer que celui-là, on ne touche pas beaucoup. On va garder ça pour une option un petit peu plus poussée. Vous allez voir, il y a une petite palette de couleurs qui va se rajouter lorsqu'on va faire le changement d'imprimante pour vers l'imprimante M4. On a l'outil de mesure qui est très important. L'outil de mesure, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut utiliser cet outil-là pour savoir, moi, cette face-là à la prochaine face, va me dire exactement c'est quoi ma dimension que j'ai ici. Et elle apparaît ici dans la distance qui est 63,66 mm. Pas 66, mais 606. Excusez. Donc, on le voit. On l'a exactement. On peut faire Restart Sélection. On est capable de choisir une autre pièce à une autre pièce. On est capable de voir les distances. Et ainsi de suite. On voit un peu le principe qui est testé. Notre dimension d'objet est toute positionnée. Notre objet est positionné. On va retourner dans la barre en haut. Notre barre en haut, on pourrait dire qu'on vient rajouter une autre impression. On peut en mettre plein, toutes sortes. Là, on pourrait dire, regarde, celle-là ici, on va l'imprimer. J'ai aucune idée c'est quoi, mais on va aller voir c'est quoi. Il y a... Oh, et voilà. On voit une chaise ici qui serait là. On voit que ce ne serait pas la bonne méthode d'impression, mais on pourrait venir la couper pour pouvoir justement la mettre à la bonne position. On ne l'a pas, mais on pourrait imprimer à peu près n'importe quoi. On pourrait dire qu'on vient jeter la sélection. On est en arrière parce qu'on ne veut pas l'acheter. C'est-à-dire qu'on va faire Delete All. C'est-à-dire que tout ce qui est sur le plateau va être complètement enlevé. Puis là, c'est exactement ce qu'on va vouloir tout retirer. On peut faire une soustraction. Là, on va déliter l'occurrence qu'on a. C'est-à-dire une occurrence, c'est quoi? C'est comme si je disais, comme qui est là, copier, coller. Donc là, on a deux objets pareils. Puis là, on voit que dans notre tableau ici à droite, on a nos objets qui sont là. Ça, c'est la liste de tous les objets qui peuvent être dans le plateau. Parce qu'ils peuvent en avoir des centaines dessus le plateau sans problème. Pas de cette grosseur-là, bien évidemment, mais de grosseur raisonnable pour rentrer une centaine dans le plateau. On pourrait dire qu'au lieu de dire copier-coller, là, moi, je pourrais démontrer l'option Delete. On va juste déliter cette occurrence-là. En cliquant dessus. En cliquant dessus, on est capable de cliquer droit. Là, ce qu'on va arriver, c'est qu'on peut faire ajouter une instance. On va faire exactement ce qu'on a fait. Cliquant dessus, on peut faire Remove Instance, Set Number of Instance. Donc là, ce que ça veut dire, c'est on choisit le nombre de copies qu'il y a sur le plateau. Moi, je dis, mettons, je peux en avoir 5. Donc là, on voit, ils s'empilent tous un après l'autre. Ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Moi, celui-là ici, je pourrais cliquer droit et faire Remove. Moi, je vais regarder. Puis là, je peux regarder Fill Bed with Instance. Donc là, ce que ça va faire, c'est qu'il va faire une réorganisation du plateau et essayer de placer le maximum de petits châteaux sur le plateau. On peut faire Delete aussi. On peut y aller avec plein d'autres options qui sont là. Je vous laisse regarder le tout. C'est des options qui sont disponibles, qui sont possibles de faire pour plein de choses. Je vous le dis, on va garder quand même la base pour le moment. C'est qu'est-ce qu'on va essayer de faire. On voit que là, ça ne marche pas à ce niveau-là. Hein? Là, il y en a, ça s'imprime à l'un à l'intérieur de l'autre. Vous avez aussi l'option raccourci qui est là, ajouter ou diminuer le nombre d'instances. Puis vous avez Split Part. Ça, c'est où on est capable de faire de différents objets. Ça, on va en laisser. Toutes ces options-là, on ne les touchera pas celui-ci pour des cas justement de garder la base, une belle base. Mais on va utiliser l'option qui est ici, qui est le fichier arrangé. C'est vraiment le fichier, pas le fichier, mais l'option de dire, si on clique là-dessus, il va essayer de nous mettre
ça le plus condensé dedans le plateau, mais en même temps de rentrer le plus d'instances possible. Mais on voit qu'ils les ont tous rentrés. Que je pourrais les redéplacer. Je pourrais jouer de dire les mettre ultra proches, mais là, si je les rentre à l'intérieur, OK. On a une erreur ici, que l'objet est en dehors de la surface d'impression. C'est super, on va faire une réarranger du plateau, puis on voit qu'ils les ont tous mis à la bonne place. Bien entendu, moi j'ai besoin d'un château aujourd'hui. On va juste déliter tous ceux qu'on n'a pas besoin, on va mettre environ au milieu. On peut faire arranger une pièce qui est toute seule. Il va nous la placer au centre totalement. Ça, c'est super bon. Donc là, on va garder ça pour le moment exactement comme ça. Suite à ça, on avait choisi notre imprimante qui était là, ce qui est super bon. Là, ensuite de ça, on veut choisir notre filament. Notre filament, on a plusieurs choix. Là, moi, j'ai beaucoup de choix. Vous, normalement, au lab, vous devriez avoir quelques choix. Pas beaucoup, parce qu'on va limiter justement qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là. Vous autres, vous allez avoir du PETG ou du PLA. Généralement, ça va être du Eson PLA ou du Polymaker. Même chose pour le PETG, ça risque d'être du Eson aussi à ce niveau-là. C'est une des seules marques pour laquelle la fusion aussi Edge est capable d'accepter ce filament-là. En étant du PLA. Donc là, on pourrait choisir du PLA parce que c'est un objet qui n'a pas besoin de propriétés mécaniques extraordinaires. C'est juste un bibelot, on va dire. Fait que ça, on choisit notre PLA. C'est super, on reste là-dessus, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, on va jouer avec notre print speed. Là, on va voir qu'on a différentes hauteurs de couches. Les hauteurs de couches vont vraiment être, comme on voit, mettons, des details. Fait que là, on va détail, qualité, vitesse, qualité, vitesse. Qualité-vitesse, des fois, si on les a à deux places, parce qu'on en a un 0.20 puis on a un 0.20. C'est-à-dire qu'on a une hauteur de couche de 0.2 mm en qualité. C'est-à-dire qu'elle est un peu moins vite, on va faire attention lors de ses accélérations. Et on a le 0.2 c'est que c'est pas grave, c'est juste qu'on veut l'imprimer puis ça finit là. On n'a pas besoin assurément d'avoir une qualité exceptionnelle lors de l'impression. Fait que mettons, nous, on va y aller avec 0.20 speed. On pourrait y aller avec 0.20 qualité. Pas une grande différence entre les deux. Ça va plus changer au niveau des nouvelles générations d'imprimantes comme le Mark 4, les Bamboo Lab et ces choses-là. Ça va changer énormément au niveau de la qualité. Suite à cela, on a le support qui est ici. Le support, là, on voit qu'il n'y en a pas. On a le support en contact avec le plateau seulement, en contact justement avec des supports custom que nous, on a demandé à mettre sur le plateau, ou on peut dire partout. Partout, ben là, c'est sûr qu'on va voir qu'il y en a vraiment partout. Donc, tous les petits trous là, ici, les petits trous à l'intérieur qui sont là, on le voit, on va se rapprocher un petit peu. Tous les trous qui sont ici vont être supportés, incluant toutes les lettres qui sont en dessous ici, là, bien entendu, et ainsi de suite, ainsi de suite. On va voir que l'infill qui est ici, on a différents pourcentages d'infill. C'est sûr que si on met du infill 100%, c'est sûr que si on fait, on va le mettre juste pour le montrer. Il dit que le grid infill n'est pas supporté à 100%. Ce qu'il va le faire, c'est en rectiligne, c'est-à-dire que au lieu de faire du remplissage en étant quadrillé, il va faire des lignes par ligne comme s'il imprimait les premières couches puis les dernières couches. Le 15% est amplement suffisant pour à peu près 80% des cas en général. Quand on va monter notre pourcentage, c'est qu'on va jouer avec, mettons, notre speed, notre structure interne, puis notre infill pour avoir une bonne résistance mécanique à ce niveau-là. L'option de brim, je vais vous l'expliquer un petit peu. C'est une option, dans le fond, que c'est une couche qui est alentour de la pièce, qui est vraiment quasiment collée sur la pièce, qui est facile à retirer lors de l'impression, mais ça a l'air à améliorer le contact avec le plateau. C'est sûr que ce brim-là va être souvent utilisé sur des petites pièces qui vont être prônes à se détacher, décoller du plateau, ou qui sont longues, ou qui sont des petits points de contact sur le plateau qu'on veut juste améliorer sa surface de contact. On va regarder ces paramètres-là pour le moment. On va regarder qu'est-ce que ça fait. Puis, en cliquant sur Slice qui est en bas ici, on va le voir, là c'est Export G-Code parce que là, j'ai cliqué sur le Slice d'impression. On va voir ce qui apparaît. C'est que c'est notre château qui est là, qui est imprimé. Là, on voit qu'il est en couche. On voit qu'est-ce qui est ici en haut à gauche dans la légende, toutes les couleurs, que si on clique sur les couleurs, on est capable de dire, ben, on peut les enlever à ce niveau-là.
chose. Donc, on est capable d'enlever puis de juste regarder qu'est-ce qu'on a de besoin à l'intérieur puis pour regarder vraiment ce qu'on veut voir. Si on veut voir une couche en particulier, mettons, on pourrait voir qu'est-ce qui est le plus long, intern infill. Ça veut dire que c'est tout le remplissage interne, mais il est très, très, très intense. C'est très long à faire, mais on pourrait tout désélectionner tout sauf le périmètre interne pour voir à quoi il ressemble. Sinon, ben, on peut juste descendre nos premières couches, puis là, on voit notre remplissage interne d'une meilleure manière. Puis là, on voit que ça, c'est notre remplissage interne. Bien sûr, il y en a plusieurs sortes. Vous êtes libre à vous de le changer comme vous voulez. Ça, c'est comme vous le sentez. Normalement, on va lui laisser exactement comme c'est là. Pour des petites pièces de base comme ça, on n'a pas une grande particularité à ça. On monte en haut. Si on regarde vers le dessous, on voit qu'il y a du mauve qui sont ici. Le mauve, c'est qu'est-ce qui est en contact avec le plateau, mais solide infill. C'est-à-dire que c'est vraiment du remplissage solide. C'est-à-dire vraiment, là, on parlait comme tantôt du rectiligne, c'est-à-dire c'est le ligne à ligne continue. On peut se rapprocher encore une fois. On voit les petites lignes d'impression 3D que la buse va passer. Ce qu'on voit ici, le bleu foncé plus le bleu clair qui est ici, ces deux-là, c'est là où ce qu'on peut aller voir qu'on a overhang perimeters et on a bridge and fill. C'est-à-dire que ces deux paramètres-là, ça veut dire qu'ils sont dans le vide. C'est là où ce qu'on va avoir besoin de notre support. Je vais vous montrer tout de suite l'effet d'un brim avant d'aller vers le support pour que vous puissiez voir la différence ici. Là, on se souvient qu'il n'y avait pas rien justement là. Là, si je l'active, qu'on refait slice nord en bas ici, ben là, on va voir qu'est-ce que ça va faire. On va avoir une belle petite couche qui va nous aider à adhérer au plateau. On voit qu'il est là ici, qui est ici, et on voit que lui s'est rajouté là, qui prend 4 minutes à faire pour cette partie. Et voilà. Nous, on va le désactiver, mais on n'a pas besoin pour ce plateau-là. On va aller dans les supports, on va en mettre sur le plateau uniquement. On va voir qu'est-ce que ça fait. On voit que lui, il essaie de nous supporter que ça ici. On voit là, il est en train de créer notre support, puis là, on voit qu'il est carrément comme ça ici. C'est lui qui essaie de supporter la partie qui est en dessous. Mais attention, il y en a ici, 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 et il y en a en dessous. Là. Est-ce que c'est possible qu'il s'imprime sans problème? Oui, tout à fait. Tout dépendant de l'imprimante, la capacité de cooling, vraiment la capacité de refroidissement de la buse, du filament qui va être au bout de la buse. Ça va nous permettre de faire des bridges, c'est-à-dire des ponts, des surplombs, qui vont nous aider justement à garder le tout solide et à la bonne place. Dans le cas où ce que je voudrais tous les supporter, ben là, on pourrait dire partout, mets-en partout pour aller les supporter. Là, ce qu'on va voir, par contre, là, c'est vraiment quelque chose de ahurissant. On voit qu'il y a beaucoup de supports, beaucoup de choses. Est-ce qu'il est facile d'enlever ce support-là? Oui, énormément, beaucoup plus facile qu'on le pense. C'est sûr que par contre, du support comme ça, on voit qu'il s'appuie sur notre pièce pour bâtir plus haut. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Dans des cas où on a besoin de ça, c'est super, c'est efficace, c'est très solide ce support-là. On a une problématique. Par contre, c'est au niveau de la quantité de matière qu'on vient mettre pour supporter tout ça. C'est sûr que dans certaines pièces, on va avoir des quantités incroyables, faramineuses de support pour supporter des endroits très, très, très spéciaux. Puis là, ben, ce qu'on pourrait se retrouver, c'est qu'on aurait une problématique à ce niveau-là, au niveau du gaspillage de support. On a une manière de dire qu'on va limiter cette quantité de support-là. Ça, c'est cette quantité de support-là. Là, on va l'appeler un support organique. Ce support-là, dans le fond, est différent. On va y aller un peu style branche d'arbre. Par contre, vous allez devoir l'activer manuellement dans les settings d'impression. Vraiment, là, dans les print settings, ça va être le deuxième à côté du plateau. Vous allez avoir là, vous allez devoir descendre dans les supports du matériel qui est ici. Et dans l'option pour support de matériel et les radeaux, vous allez avoir l'option Grid, Snock, Organique. Nous autres, on veut organique à ce niveau-là. C'est une manière de faire. C'est sûr que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'êtes pas obligé de le faire du tout. Vous pouvez juste garder le support conventionnel. Puis vous allez pouvoir justement le garder comme ça. Là, ce qu'on voit, c'est que là,
on voit que c'est comme des petites branches d'arbres à l'intérieur. Puis là, on a dit everywhere. Fait que là, ça veut dire mets-en partout du support. On veut que ce soit comme ça. Mais là, moi, il supporte ça à l'intérieur. Il fait des petites choses comme ça. Notre support est vraiment moindre. On a beaucoup moins de support. Puis là, on pourrait dire, quand on a des pièces importantes, qu'au lieu d'avoir du support partout ici, on va essayer avec le contact avec le plateau seulement. Là, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va essayer de supporter le tout, jamais en essayant de toucher notre pièce. Ça va être un petit peu différent. Ça va être de quoi qui est quand même assez surprenant. On voit que là, on prend plus de support. Là, oui, on prend quasiment la même chose qu'avant, mais attention, on ne touche pas à la pièce du tout. Fait qu'on ne bâtit jamais sur la pièce. Avec ces supports-là, il faut prendre en considération aussi qu'ils sont creux. Donc, ils sont bâtis vraiment comme étant soit 2 couches ou une couche, tout dépendant de la branche où elle est rendue. Si on parle d'une branche qui est vraiment rendue plus loin à la base, c'est sûr qu'on a 2 couches. Quand on s'en vient vers le dessus, il en reste rien qu'une pour supporter juste ce qu'on a de besoin. On voit que c'est en contact avec le plateau, mais que ça ne touche pas la pièce, fait que ça s'enlève ultra facilement. Ça gaspille généralement beaucoup moins de matériel, puis on ne vient pas s'appuyer sur notre pièce pour venir créer un support. C'est ce qui est vraiment magique avec ça. C'est super. Parfois, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Parfois, ça prend moins de temps aussi, nous, l'impression. Mais c'est quelque chose qui est super le fun. Parlant de temps d'impression. Là, nous, on a tout fait nos settings qui sont ici. On a descendu les objets de manipulation, on l'a fait. Puis là, quand on vient faire slice ici, là, il y a ces petits carrés-là qui apparaissent. L'info, qui est vraiment l'objet. C'est-à-dire, ça vient me dire que votre objet, qui est l'objet château qui est ici de Charles, ça vient de dire nos facettes, notre complexité de notre STL, notre dimension, notre volume interne, puis si on a des erreurs détectées. Ça, c'est super, c'est juste pour de l'information directement. Nous, ce qui va être important, c'est le slicer d'info. Ça, c'est l'information du tranchage qui s'est fait. Cette information-là, très, 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 très primordiale. Pourquoi? Parce que vous allez devoir, prendre l'utilisation du filament à mètre, parce que là, on voit que c'est quasiment 30 mètres des filaments. Donc, dans ces cas-là, on va aller sur le site directement du lab et on va justement rentrer le 30 mètres justement directement pour payer notre matériel. Fait que vous allez pouvoir voir selon votre matériel que vous choisissez et l'imprimante que vous avez choisi aussi, ça dépend. Normalement, les imprimantes, on ne les charge pas à l'utilisation. On charge juste le matériel. Vous pouvez apporter votre propre matériel, à moins qu'il soit approuvé, bien évidemment, pour l'imprimante. On voit qu'on a un coût de 2,22. Est-ce que ça va être le bon coût? Non, du tout. Nous, les coûts ne sont pas ajustés dans le Prusa Slicer. On pourrait dire qu'on les ajuste avec la quantité de portables qu'on a, avec les coûts, les changements de coûts tout le temps. Ça n'a aucun sens. Fait que toujours vous référer au site directement. Vous allez avoir généralement. Là, on pourrait parler en date d'aujourd'hui, en 2024, qui est de 30 cents, pas 30 cents, excuse, 14 cents le mètre, taxe incluse. Fait qu'on pourrait faire 34,14. Ça donnerait notre prix pour imprimer tout cela. Ensuite de ça, on voit Estimate Printing Time. Là, on voit que c'est le temps d'estimation pour l'impression 3D. Ben là, on voit en normal mode. Nous autres, c'est en mode normal qui est vraiment carrément le mode standard qu'on utilise tout le temps. Que ce soit pour l'imprimante Mark 3, Mark 4, la fusion, c'est toujours le mode normal qu'on a. Il n'y a pas de stealth mode, le mode silencieux comme on appelle. Les imprimantes ne sont pas actives avec ça à l'intérieur. Là, on peut voir que ça va prendre 5 heures et 23 minutes d'imprimer le tout. Ça ne comprend pas le temps de préparation, par contre, de l'imprimante, c'est-à-dire le temps de préparation d'elle-même au départ, c'est-à-dire préchauffage, nivellement du plateau, purge, ça ne comprend pas ça comprend vraiment juste le temps d'impression de la pièce. Donc là, c'est ce qu'on voit qu'on a à ce niveau-là. Là, on pourrait dire qu'on vient exporter notre G-code, parce que là, tout est fait à ce niveau-là. Là, on pourrait dire qu'on vient l'exporter, puis on voit ce que ça va faire, c'est que ça va être notre nom de fichier, le point 2 qu'on a choisi au préalable, notre matériel qu'on a choisi, notre imprimante qu'on a choisi, notre temps directement qu'on a pour l'envoyer. On pourrait prendre ça pour l'envoyer dans la carte SD ou la clé USB pour l'envoyer dans les imprimantes. On ne fera pas parce que c'est non nécessaire. On l'a déjà imprimé cette pièce-là à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qui conclut pas mal le bout de la Prusa Mark III. On va revenir en arrière. On voit que le reste va toujours être similaire. La seule différence, c'est que là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va activer, on va changer notre imprimante pour dire
Et moi, je ne veux pas finalement l'imprimer sur la marque 3, je veux l'imprimer sur la marque 4 MMU 3.0. Est-ce qu'on veut changer? On va faire discard tout de suite parce que justement, on ne veut pas l'avoir pour le moment. On veut vraiment que les settings de la Prusa arrivent directement comme on le souhaite. Là, on va voir plusieurs particularités. C'est 5 couleurs qui viennent d'apparaître. Bien entendu, ne sont pas setées selon les machines, sur la machine qu'on a en ce moment. Ça, c'est tout à fait normal. On a la Purge Tower qui est ici. Elle se met toujours automatiquement. Si vous avez juste une couleur d'impression pour ça, elle va s'enlever automatiquement, il n'y en aura pas. Quand il y en a deux couleurs et plus, là, automatiquement, il y a la Purge Tower qui va se créer, qui peut être gros jusqu'à comme ça. Est-ce qu'elle va être grosse tout le temps comme ça? Non, pas nécessairement, mais elle peut l'être. Tout dépendant du nombre de filaments et la purge qu'il y a besoin. On va appeler les purges volumes, c'est vraiment le volume de purge pour changer les couleurs. On parle d'une couleur foncée à très claire. C'est sûr que la purge va être plus longue qu'une couleur claire à claire. On voit aussi que il y a un multimatériel painting. Fait que là, il y a un coup de pinceau qui vient d'arriver pour justement changer nos couleurs. Donc, on va pouvoir faire. Avant tout, on va prendre justement notre objet. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déterminer nos couleurs qu'on veut mettre dans la machine. La première couleur. Moi, je sais que dans la machine en ce moment, c'est noir. Ma deuxième couleur, là, elle, je m'en souviens, elle, c'est blanc, ici. Ma troisième est en bleu. Ma quatrième est en jaune. Et celle-là ici est du générique PETG. Bon, c'est exactement comme la machine qui est là. Là, on voit que, générique PETG, l'autre, c'est tout différent. Effectivement, on peut avoir plusieurs matériels dedans. C'est pas plus grave que ça. C'est juste à condition qu'on n'utilise pas le même matériel que les autres pour notre impression. Là, on peut se retrouver avec des problèmes d'impression ou juste que le Prusa Slicer ne voudra pas le faire. On va tourner à notre pièce qui est ici. On voit extrudeur, le défaut. On sait qu'on a notre couleur 1 à 5 qui est ici. 1 à 5 va représenter les chiffres 1 à 5 sur les bobines qu'on a directement à côté de la machine. Fait que là, c'est vraiment ça qu'on a ici. On va garder la même chose. PLA, 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 PETG. On peut dire choisis directement notre couleur. Là, moi, par défaut, je vais y aller 1. Là, si je clique à côté, et le noir. Là, on voit que là, il y a vraiment la couleur qui est active. Si on dit que moi, finalement, cette couleur, le château, je veux qu'il soit blanc. Puis on va y mettre des accents bleus et jaune, peut-être, on ne sait pas. Ben, on voit que notre pièce est devenue blanche. On voit que c'est la bonne chose. Ma couleur de base de mon château est blanc. Ça, c'est exactement comme ça, on va l'avoir. Là, en choisissant comme ça, ça veut dire que si on n'imprime pas de couleur, rien d'autre que le blanc, on va faire un slice exemple pour le montrer. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va rester seulement blanc. On voit, on va arriver. Et voilà, il me donne des petits avertissements. Des fois, ça peut arriver. Là, plus de Purge Tower qui est là, plus rien. On n'a vraiment rien. On est en blanc directement, pas plus compliqué que ça. Là, on voit que 2h21 en temps normal. Pourquoi? Ben, c'est normal parce que la Prusa Mark IV, elle est beaucoup plus rapide que la Prusa Mark III. C'est tout à fait normal qu'on coupe quasiment notre temps par bout. Attention, on n'a pas activé les supports encore. Les supports, on peut les activer tout de suite parce qu'on va garder la même chose. Support on build plate only, ça veut dire support avec le plateau en contact uniquement. On va aller changer nos supports, notre matériel de support, on va le mettre en organique. On va revenir, on va arriver exactement avec la même chose que tantôt, que tout à l'heure. On va le voir, ça sera pas bien long. Et voilà, on voit la même chose, c'est exactement le même principe. Puis là, ce qui va arriver, c'est juste que ça va être le temps qui va être différent parce que là, les vitesses sont beaucoup plus rapides. On voit qu'on a gagné quasiment 2h10 minutes, 2h15 minutes environ de plus qu'on vient de s'économiser en choisissant la marque 4. Attention, la marque 4 ne peut pas faire de filaments flexibles. Tous ces filaments-là ne rentrent pas et ne sont pas compatibles avec le MMU. Les filaments abrasifs non plus. Là, on va les garder pour la fusion Edge à ce niveau-là. On voit qu'on a vraiment directement notre château qui est là, carrément. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. C'est là où on a les vues, dans le fond. La vue de préparation, puis la vue de slicer. Nous autres, on va retourner dans la vue de préparation, parce qu'on avait notre blanc qui était ici. On voit qu'en cliquant dessus, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut dire que
Paint on Support, là, ça, c'est une option, dans le fond, qu'on va utiliser quand on va vouloir utiliser deux types de support. Comme on veut faire, mettons, le support PLA, PETG, on va y dire que telle partie du support est faite en PETG pour être capable d'avoir une séparation qui va être super bien. Ce qu'on va appeler l'interface entre la pièce et le support. C'est ce qu'on va utiliser, on n'ira pas là-dedans, c'est quand même assez complexe pour le moment, on n'ira pas. Par contre, nous, on peut aller dans la palette de couleurs. La palette de couleurs, ben, là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut faire du painting. Là, c'est vraiment où on peut peinturer la pièce. On a le bouton de la souris gauche qui va être la première couleur qui est choisie. Puis la deuxième couleur, c'est l'autre. On peut changer notre texture. Là, on sait que nous autres, c'est blanc. On pourrait garder du noir à ce niveau-là, puis on pourrait garder du bleu pour notre deuxième couleur. Le tool type, là, ça veut dire que c'est notre type d'outil. Là, on voit que je fais ça ici. C'est comme ma souris que j'ai à ce niveau-là. Fait que là, whoop, là, ça veut dire que c'est directement pas la bonne chose. Là, on va l'enlever. Puis là, on voit que en utilisant le Shift plus le bouton de gauche, je suis capable de faire un enlèvement directement. On peut faire un effacer direct ou je peux faire un CTRL Z, il n'y a pas de problème. Je peux faire un Smart Fill. Là, on voit que c'est des facettes que je peux remplir directement. Ou le Bucket Fill. Bucket Fill, c'est que si on clique sur une affaire, c'est qu'il va essayer de cliquer sur remplir quasiment tout. Comme un peu le pot de peinture dans Paint, c'est la même chose un peu. Ça va ressembler à la même affaire. Nous autres, on va aller souvent utiliser Smart and Fill. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dire, ben moi, mon bleu, j'aimerais ça avoir, mettons, mes murs bleus. Excusez, on va faire ça, mes murs bleus. Je pourrais aller les choisir directement, comme ça. Et voilà. On va ça ici. On va se mettre à côté. Tube. C'est ici. Et voilà. C'est correct. Là, on pourrait garder exactement comme ça tout le temps. J'aimerais avoir mon intérieur de lettrage, exemple, pour aller le faire sortir, justement. Je vais aller choisir mes lettres à l'intérieur. Et voilà. Et voilà. Là, ce que j'ai, c'est que je viens d'utiliser mes couleurs. Je peux recliquer sur Multimatériel Printing. Tout va disparaître, ce qui est tout à fait normal, mais attention, Multimatériel Painting qui est là est actif, c'est-à-dire pour ton objet qui est ici, le château qui est là, il y a du paint qui a été fait dessus, ce qui est tout à fait normal. Donc, on va le fermer. Là, si on fait ça, là, on va y aller, on va faire Slice. On va voir ce que ça va faire. Là, on sait qu'on a 3 couleurs de changement. On va laisser aller un petit peu. Vous allez voir, c'est un petit peu plus long parce que là, il va créer les Purge Tower, il va créer les changements d'outils qu'on appelle les Tool Changing. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'on a créé justement le plateau avec la bonne chose directement à l'intérieur. Là, on voit que on a du bleu, blanc, bleu qui est ici au complet. On a du bleu, blanc à l'intérieur, du blanc, noir qui sont ici, avec tous les changements de couleur qui sont là à l'intérieur, ce qui est tout à fait normal. Là, nous, ce qu'on veut, c'est juste démontrer à quel point que on peut changer les couleurs n'importe quand, puis la purge tailleur va s'ajuster en fonction de la grosseur et va s'ajuster aussi en fonction de l'espace qu'on a ici. Petit conseil, c'est sûr que si vous faites du multimatériel printing, tant qu'à changer le filament, c'est plus avantageux d'en faire 2, parce que tout le waste, vraiment la purge tower, tout ce qui est acheté, la purge tower, vraiment, on va carrément l'enlever du plateau, on va l'acheter. Elle, ben, on peut la garder encore, c'est-à-dire qu'on peut en faire 3 ou 4. Puis ça, c'est comme si on venait de diviser notre matériel qu'on vient de rejeter en 4. Là, c'est qu'est-ce qu'on va garder justement pour avoir de quoi de meilleur, plus conscient que justement qu'on jette du matériel. Puis c'est juste pour être plus conscientieux avec ça. On voit Estimate Print Time. Là, on a 5h53 minutes. Là, on est un petit peu plus long que tantôt, sauf que là, on a des changements de couleur. Là, c'est ce qui est cool. On peut voir le nombre de fois que l'imprimante va changer de couleur, va changer le fil pour aller avec les bonnes couleurs selon les bonnes hauteurs. On voit que le Used Filament, c'est 42,62, objet 32, puis là, on voit qu'on a quasiment 10 mètres qui est perdu.
C'est là où on voit que notre 10 mètres qui est perdu, c'est là qu'on peut rentabiliser en imprimant plusieurs morceaux. C'est là où ça va nous permettre d'avoir une meilleure efficacité au niveau de ça. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est exporter notre G-code directement. Dans notre légende, encore une fois, c'est la même chose. On peut voir exactement toutes les choses avec le feature type. On pourrait tout voir la même chose que tantôt. C'est juste que là, on n'a pas ça. Avec le tool, ce que ça va nous permettre, c'est de voir tous les changements de couleur qui sont là disponibles. C'est la bonne chose qu'on cherche à voir. Fait que ça, on pourrait y aller exactement comme ça. Mais là, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que, mettons, si vous faites une pièce simple avec juste une couleur, dans les print settings, ben là, ce qu'on a, la différence, c'est qu'on a speed, structural, and .20 puis .15. Fait que là, .20 puis .15, ben là, on voyait entre les deux paramètres. Là, on peut choisir entre les deux. Speed, ben là, on va aller avec la vitesse, on va accentuer la vitesse. Puis structural, c'est que là, on va vouloir justement que les murs de notre objet soient plus épais, notre infill soit plus épais. Fait que là, on va avoir une pièce qui va être plus structurelle, mécaniquement plus solide. Fait que là, c'est exactement ce qu'on recherche dans certains cas. Dans le cas qui est là, on peut y aller en point 20 speed parce que tout ce qu'on veut, c'est juste un objet. Donc, on peut aller du point 15 ou du point 20. Le point 15, ben là, va être surtout pour des petits détails. Dans ce cas-là, ce qui n'est pas le cas du tout. Fait que ça, c'est ce qu'on pourrait faire. On va exporter. Là, la différence, c'est que dans notre nom, on va avoir la même chose. Notre buse, notre grandeur de buse qu'on a. On va avoir notre hauteur de couche comme d'habitude. Là, on va avoir PLA, PLA, PLA. Donc là, on a 3 PLA. Pourquoi? Parce qu'il va dire qu'on a besoin de 3 couleurs différentes. Puis on va le voir on peut le voir dans la vidéo juste avec votre formation par rapport à la marquette, puisque vous pouvez avoir justement différents mappings de filaments. C'est-à-dire qu'on peut changer les filaments selon les couleurs que vous avez faites si vous n'avez pas mis le bon chiffre à la bonne place. On voit que c'est la marquette qui est ici, avec input shaping bien entendu, le MMI 3.0, ce qui est super bon. Puis on a 5h53 minutes, qui est notre temps encore une fois. Fait que là, ce qu'on voit, c'est exactement ça directement. Fait que là, si on a besoin de plus, c'est pas plus compliqué, on reste avec ça ici. On va supprimer le tout, complètement. On va revenir en arrière, on va aller rechercher le Charles. Puis là, ce qu'on va voir, c'est la différence, c'est là où on va voir la fusion. La fusion. Là, elle va être différente. Là, on voit qu'on a le F3 Edge.4, .6, .8. Nous, on a juste les paramètres qu'on a. Vous ne pourrez pas avoir accès justement à ces affaires-là. Il y a juste au lab qui vous avez accès à ça, à moins de le demander justement pour avoir ça. Ça, c'est votre choix à ce niveau-là. Si vous le souhaitez l'avoir, on peut vous l'envoyer sans problème. .4, .6, .8, c'est les diamètres de buse. Fait que toujours vérifier avec le responsable justement savoir quelle buse a été installée dans la machine. Normalement, elle est écrite sur la machine. Là, pour le moment, F3 Edge.4 qui est fait. On va discard, bien entendu, discard tout. Et là, on voit que le plateau a drastiquement changé en termes de taille. C'est normal parce que la fusion est beaucoup plus grosse que toutes les autres. Donc, on pourrait en placer beaucoup plus à ce niveau-là pour les faire. Donc là, on va le placer là. On n'a pas besoin. C'est pas plus grave que ça. On va F3 Edge.4. C'est parfait. Support everywhere. On n'aura pas le choix. Lui, on ne le changera pas. Elle n'aime pas les supports organiques. Fait qu'on va y aller avec du support standard. Là, nous autres, on va dire que le bridge va être correct. Pour les ponts qui sont là. On va y aller avec le build plate only, 15%. Brim, on n'a pas besoin d'une grande surface. Puis là, ce qui va être important, très important, le reste reste tout pareil pour tout le reste, mais on aura beaucoup moins de choix de ce qu'on peut faire. On va aller à point 4 standard, Find Fast Draft. Donc là, ce que ça fait, c'est les presets, les print settings. Ça, ces affaires-là, c'est ce qui va nous déterminer quel matériel qu'on peut choisir ou pas. Parce que la machine, si on va en fast, ça ne veut pas nécessairement dire que le PLA est là. Ça ne veut pas nécessairement dire que le PETG est là non plus. Ça ne veut pas dire que le BSC est là non plus. Ça va dépendre de quel matériel qu'on veut imprimer qui va nous limiter en termes de vitesse. Un bon point de référence, c'est qu'on va commencer à point 4 standard. On va changer tout ça. Point 4 standard, ça va nous permettre d'avoir tous les settings en bleu qui sont ici de l'imprimante de la machine, c'est-à-dire les settings de base qu'on doit utiliser absolument pour l'impression. Là, on peut voir notre matériel s'il est là. Notre matériel est là. C'est exemple, on prend PLA ici, point 4 standard. Là, je peux le mettre, mettons, à fast. Là, on peut voir, est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. PLA, draft fast. Fine, est-ce que je peux l'avoir?
PLA, je peux l'avoir aussi. Mais on voit que il y a différents matériels qui peuvent être utilisés en fine, d'autres non, d'autres en standard seulement. C'est là que c'est important de l'avoir. Nous, on va utiliser tout ce qui est en standard. On va le laisser le plus standard possible. C'est là que vous allez avoir le meilleur taux de réussite dans l'imprimante. On va surtout s'intéresser à cette imprimante-là pour avoir la plus grande surface de plateau et en plus aussi avec des matériaux qui sont très spéciaux. Vous pouvez faire du PETG, du polycarbonate avec des PBT à l'intérieur. On peut faire du Nylonix, c'est-à-dire du nylon avec de l'infusé de fibre de carbone. On peut faire justement plein de choses là-dedans. On voit qu'on a tout là-dedans. Nous, on va y aller avec le PLA 0.4 standard. Là, ce qu'on va voir, c'est ce qui est très important. On voit que le brim est activé automatique, le 30% est activé automatique, puis le support build plate, bien là, ça, c'est nous qui l'avons choisi. Mais on va le laisser directement comme ça, puis c'est super. F3 Edge, parfait. 0.4, on va le garder avec ça. Print setting, Edge, super. Print setting, standard, notre filament, on y va à standard encore une fois, on a les bons presets pour ça, puis on a notre PLA qui est au départ. On voit qu'il y a une corrélation, c'est que les trois doivent coordonner ensemble pour s'assurer d'avoir le bon paramètre d'impression à ce niveau-là. Donc, c'est fait. Et on peut slicer justement, c'est là où on va générer notre code. Lui, on va l'exporter directement dans une clé USB pour l'imprimante. On voit que c'est 4h23 minutes, c'est un petit peu plus rapide que la Mark 3S, mais pas aussi rapide que les input shaping à ce temps, parce qu'elle n'a pas input shaping à l'intérieur. Fait que ça va être vraiment pour la Fusion 3. Quand on vient changer notre buse, pour nous demander, on peut changer la buse avec vous. On peut vous montrer qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe avec ça aussi. Vous allez pouvoir justement augmenter les volumes d'impression aussi. Parce que quand on va augmenter le volume, on peut augmenter notre taille aussi. La buse le permet sans problème. C'est ce qu'on permet des fois d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'on est capable de faire flower beaucoup plus de filaments à l'intérieur de cette machine-là. C'est un extrudeur très puissant. Fait qu'on ne jouera pas avec ça non plus à ce niveau-là. Mais c'est les principes généraux de base. Quand on garde tout le temps ça de base, normalement, on ne touche à rien d'autre. Même pas les supports, même pas rien. On reste vraiment avec les settings qu'il y a directement ici. Puis on ne touche à rien d'autre. Fait que ça, je pense, c'est ce qui va compléter pas mal notre formation sur Prusa Slicer pour le Prusa MK3S, la Prusa Mark IV avec le MMU 3.0 et ainsi que notre Fusion 3 Edge qu'on a à l'intérieur du lab à ce niveau-là. S'il y a d'autres machines qui se rajoutent, on va pouvoir les rajouter dans une formation qui va être précise par rapport à celle-ci. Mais sinon, on va garder avec la généralité que Prusa Slicer va être le go-to pour toutes nos machines à ce niveau-là. Sur ce, merci. Pour ceux qui vont suivre la formation, dans le fond, c'est une formation justement pour démarrer l'imprimante Prusa Mark III qu'on a ici. On va être la même chose, dans le fond, celle qui est juste à côté qui est ici. Donc, on va avoir les deux le même principe. La génération de Mark IV qu'on a présentement aussi ressemble un petit peu à la même chose. Par contre, n'est pas tout à fait la même. On pourra faire une petite séquence par rapport à celle-ci pour démontrer un petit peu les différences entre eux. Alors, on va commencer par justement allumer la machine. Puis juste avant cela, on va avoir besoin justement de nos pinces qui sont juste à côté. C'est des pinces cutter carrément qui vont être utilisées pour couper notre fil, justement, avant d'insérer le tout dans notre buse. On aura besoin aussi de notre carte SD qui va aussi avoir tout notre fichier à l'intérieur. Notre G-code qui est déjà préalablement choisi. Bien entendu, on va imprimer 3D, on a besoin de filaments d'impression 3D. Les filaments qu'on a justement vont être à côté, qui sont ici. Il va être le premier tiroir qui est là, qui est juste en arrière de moi, qui est ici, qui va être écrit PLA. Là, on a tout le choix de couleurs qui sont ici. On va commencer toujours par les bobines qui sont commencées, à moins qu'ils soient utilisés dans une autre machine au préalable, justement. Donc, là, comme ça, on va éviter de prendre la bobine de quelqu'un d'autre. On a du PLA. On peut aller aussi avec le PETG qui est juste au-dessus, qui est ici. On a une moins grande concentration de PETG, une moins grande demande de ça, donc on a un petit peu moins à ce niveau-là. On a d'autres filaments qui sont un petit peu spéciaux. Par contre, ça, c'est de le demander pour être sûr que ça répond bien à vos besoins, puis ça répond bien aussi à ceux qu'on a pour vous aussi. Bien entendu, aussi, on a besoin de savoir aussi si vous voulez emmener votre matériel. Juste vous en énoncer. Ça va nous faire plaisir si vous emmenez votre matériel. Les Prusa qui sont ici acceptent pas mal à peu près tout ce que vous voulez. On ne fera pas juste de l'ABS ici malheureusement parce qu'on n'a pas de petit enclosure qui va nous permettre justement de limiter les émanations. Donc, on va rester dans cet environnement-là pour ça.
Pour ce qui est de la machine, comme on est présentement de choisir, on va choisir une bobine justement à ce niveau-là. On va la prendre, on va y aller. Je prends la première bobine que j'ai qui est vide. On va pouvoir la prendre qui est ici. On va pouvoir se la déposer. Je la mets sur le plateau en attendant juste pour les mesures de formation. Assurez-vous que vous pourrez les mettre sur les tables à côté sans problème pour pouvoir la faire. On va mettre justement la petite boîte en dessous, on peut la laisser là sans problème ou la remettre dans le tiroir et la reprendre quand on a terminé. On va devoir la remettre dans sa boîte. Vous allez voir que toutes nos bobines justement ont écrit justement le nom de la couleur, le nom de la sorte. On va pouvoir les remettre ensemble pour ne pas nuire à quelqu'un qui cherche une couleur en particulier. Donc, comme on disait tout à l'heure, on va partir la machine, puis on va partir la machine avec notre main qui est en arrière. Justement, on a une petite switch qui est ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer. Ce que ça va nous permettre d'avoir, ben, c'est justement le démarrage de la machine. On va laisser démarrer, ça prend quelques petites secondes. Et voilà, elle est démarrée. On va prendre en considération que certaines machines peuvent prendre jusqu'à 1-2 minutes, je dirais, avant de démarrer. Celle-ci démarre environ en quelques secondes, comme vous avez pu voir. Donc, on va rester avec celui-là pour le moment. La bobine qu'on a préalablement choisie, on va pouvoir la disposer sur le porte-bobine. S'il y en a une à côté, c'est pas grave, on peut la laisser là. Vous pouvez l'enlever aussi, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapprocher la caméra et on va vous montrer un petit peu plus au niveau de l'interface, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là. Donc, on s'est placé un petit peu plus près pour pouvoir justement démarrer notre impression. On va avoir besoin justement de préchauffer la buse qui est ici justement. Pas notre buse, excuse, notre panneau qui nous indique où est-ce qu'on peut chauffer la buse. On va aller dans notre écran. On va pouvoir voir qu'on a un préchauffage qui est là. On va pouvoir directement aller dessus. Puis on va pouvoir aller sélectionner notre matériel à laquelle que nous allons mettre dans la machine. C'est ce que vous avez sélectionné au préalable. C'est ce que vous avez sélectionné au préalable. On voit que c'est PLA, donc on va y aller avec un PLA. Elle va se mettre en position, elle va commencer à chauffer. On peut voir les indications justement de qu'est-ce qui a été envoyé à la buse. On demande à la buse de préchauffer à 215 degrés Celsius et on demande au plateau de chauffer à 60 degrés Celsius. Si vous faites cela, ben, ça va vous indiquer et ça va vous mettre prêt à venir mettre votre matériel directement et à partir de votre impression directement après. Pour ce faire, là, on va avoir besoin justement d'insérer le fil tout à l'heure, mais là, on a besoin de préparer le fil pour pouvoir le mettre à l'intérieur. On va prendre le fil qui est justement accroché sur la bobine. Faire attention que quand on vient prendre le filament, on vient le prendre pour qu'il déroule vers le bas comme ça ici. On va s'assurer qu'il déroule comme ça. Là, quand on va le remettre, exemple, on va vouloir le remettre à l'intérieur des petites encoches qui sont là. Mais si on ne le fait pas, ce qui pourrait arriver, c'est que si on le laisse arriver directement dessus, le fil pourrait s'entremêler, il pourrait bloquer carrément votre impression, il pourrait carrément briser tout ça au complet. Ce qu'on ne veut pas qu'il arrive. On va vouloir que tout reste correctement. On va devoir prendre les petites pinces qu'on a parlé tout à l'heure. Puis là, ce qu'on va vouloir faire, c'est de couper le fil. On peut s'en laisser un petit pouce, c'est pour vous laisser de la place pour vos mains. On va essayer de le couper au 45 degrés, justement. Pour en disposer dans les petits bacs à côté pour pouvoir les recycler par la suite. Allez voir que votre angle est de 45 degrés. Vous allez pouvoir être prêt à l'envoyer justement qui est ici. À coup, notre température est atteinte au niveau de notre 215. On a plusieurs choix. On a le choix d'aller dans les menus, d'aller faire l'auto-chargement du fil, puis on va aller insérer directement notre fil à l'intérieur de notre buse, de notre extrudeur, ce qui va faire que l'extrudeur va capter qu'on a un fil à l'intérieur et va prendre celui-ci pour l'extruder pour pouvoir le charger. Ou on peut aller directement, notre écran d'information, notre écran qui est là, on a déjà monté à notre température. La Prusa MK3, elle le sait déjà, elle va prendre le filament tout de suite. Elle sait qu'elle doit charger le filament. On peut le pousser, on va l'aider juste un petit peu pour être sûr que tout rentre conformément dans la buse. Et là, on va attendre que ça sorte en dessous ici. Ensuite de ça, la machine va nous dire est-ce que le filament est extrudé de la bonne couleur. Nous, ça va être de regarder est-ce que la couleur est extrudée. On voit que dans notre cas ici, non. Fait que là, on va venir sélectionner avec la molette, encore une fois, non plus. Puis là, on va attendre. Ce qu'elle va faire, c'est que la buse va recracher encore du matériel. Puis là, on voit que il y a du matériel qui sort, mais il est vert. Nous, on a mis du gris à l'intérieur. Là, on voit qu'il commence à avoir une transition. Est-ce qu'on est prêt encore une fois? Non, encore une fois. Parfois, ça peut prendre 2-3 fois. D'autres fois, ça peut prendre juste une fois, puis c'est tout. Puis ça devient correct. Ça se peut que ce soit la bonne couleur qui est à l'intérieur au préalable. On va voir que c'est la bonne. On va faire oui. On peut la disposer. On va le mettre pour le côté sur le moment. On n'en parlera plus pour ça. On l'échappe, mais c'est pas plus grave.
que ça. Donc, ce qu'il va nous rester à faire, c'est que notre buse est préchargée, notre plateau est préchauffé, notre buse est préchargée avec notre température déjà atteinte au niveau de notre température. Ce qu'il va nous rester à faire, c'est d'implanter directement notre carte SD à l'intérieur. Vous allez voir que quand on plante la carte SD à l'intérieur, il faut faire attention que ça va être le côté des petites pins lustrées, des petites pins à brasse qui vont être vers le haut. Si vous essayez de la mettre sur le côté, ça ne fonctionnera pas. Quand vous allez arriver directement, vous allez avoir mis votre fichier à l'intérieur de la carte. Puis lorsque vous allez l'avoir mis, ben, l'imprimante, elle, lorsqu'elle va l'ouvrir, elle va prendre tout le temps le dernier fichier qui a été mis à l'intérieur de la carte. Tout le temps. Elle va tout le temps demander à ce qu'on prenne le bon. Donc là, on voit retour, là, on voit tube dentifrice, mettons exemple pour celui-là, que l'on pourrait venir sélectionner. Là, nous, moi, je ne veux pas ça, je voudrais, mettons exemple, le galion d'Harry Potter qui a été fait. On le laisse aller, on est capable de savoir exactement quel matériel qui est utilisé, qui l'a fait. On voit que si la personne a mis son nom, bien évidemment, on voit la hauteur de couche, notre matériel, et on peut voir généralement notre temps aussi qui est attitré, si effectivement on veut notre temps. On va cliquer sur elle, une vérification. Si vous voyez ce genre de message-là, c'est pas plus grave que ça, mais juste nous en avertir, on va pouvoir mettre à jour le firmware pour s'assurer qu'elle soit tout le temps à jour pour vous. On va cliquer sur OK. Ensuite de ça, il y a une chose qui se vérifie. Puis là, ce qu'on va voir aussi au niveau de la machine, c'est qu'elle se prépare déjà à imprimer à ce temps-là. Vous allez voir que dans le fond, elle va faire ses points de map, que ça vraiment va s'assurer dans le fond que le plateau est droit. C'est un petit peu croche, il va compenser en fonction de ça. C'est ce qu'il va faire en ce moment. Et voilà. Il va nous dire exactement ce qu'il est en train de faire. Au niveau du bas qui est ici, on voit calibration. Il nous reste 3 points, 2 points, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'elle puisse démarrer. Vous allez voir qu'au début, elle va tout le temps démarrer là. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal, parce que ce qu'elle va créer, c'est qu'elle va purger encore une fois sa buse. Mais là, elle va s'assurer d'avoir une pression dans sa buse avant de commencer à imprimer pour être sûr qu'une pression constante se fait pour avoir une bonne impression justement tout au long du départ. Puis on voit, elle est partie. On vérifie tout le temps, quand on est aux côtés de l'imprimante, justement, la première couche. On va tout le temps s'assurer que notre première couche est vraiment parfaite. Si elle est vraiment comme il faut, qu'on le sait qu'elle va adhérer très bien au niveau du plateau, là, ce que ça veut dire, c'est qu'on va être en business, on va pouvoir continuer comme ça à ce niveau-là, puis on va pouvoir la laisser aller. Petit Q pour ceux qui impriment du PETG. Il y en a qui peuvent imprimer du PETG, d'autres vont imprimer que du PLE. Pour le PETG, on va avoir besoin d'un adhésif qui va nous aider à séparer l'objet lorsque l'impression va être terminée. Si on ne le fait pas, c'est sûr qu'on risque de briser toute la feuille, le petit coating qu'il y a sur la feuille de PEI. Ce coating-là peut arracher, puis pulvériser, peut endommager toutes nos plaques, ce qu'on ne souhaite pas avoir. Ce qu'on va vouloir faire, c'est justement d'utiliser. On va voir que justement, du spray net qu'on a ici, c'est du spray net qu'on a tout à fait normal. Il n'y a pas vraiment du spray net meilleur qu'un autre dans un sens. On va essayer d'avoir les tenues un petit peu plus fortes, fait que l'on va avoir les 1 à 5, puis on va essayer d'aller autour de 4-5 dans ces coins-là. C'est ce qui marche le best à ce niveau. On prend un exemple sur cette plaque-là qui est ici, qui est juste à côté au mur. Ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir juste en mettre partout. Fait que là, on va en mettre égal partout. On essaie de ne pas le faire sur la machine. Sur la machine, on s'entend que ça, c'est pas bon pour l'électronique. On va la faire à côté. On va la faire soit dans les airs, soit vous pouvez le faire sur la table. Assurez-vous de vous nettoyer si vous faites ça quelque chose, si vous faites des petits lignes à côté. Ensuite de ça, on pourra venir mettre la plaque dessus. On va pouvoir imprimer notre PETG. On va pouvoir retirer, comme d'habitude, ensuite de ça, notre matériel directement, sans abîmer le PEI. Comme ça, on va s'assurer que ça colle toujours aussi pour avoir une belle impression à la fin. Donc, un coup que votre impression est terminée, on va devoir enlever notre matériel qui est là. On sait que justement il est là, mais un coup on a fini, ça se peut que nous, on n'en ait plus besoin, mais ça se peut que la prochaine personne ait besoin de nos couleurs. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire une petite pause, on va arrêter l'impression, et on va la mettre comme si vous arriviez. Suite à une concertation, je me suis dit que ce serait super le fun de vous montrer comment arrêter ou de faire pause une impression en cours, ce qui est vraiment très important dans un sens aussi. Si on souhaite venir poser, on va venir vraiment cliquer sur le dessus du bouton. On va venir pause de l'impression carrément.
Ce qu'on va devoir faire, l'imprimante va arrêter à son point où elle se situait, elle va le prendre en mémoire, elle va aller au niveau du parking, donc elle va venir se parquer. Pour pouvoir la repartir, on va pouvoir faire reprise de l'impression directement. Et là, elle va s'assurer que notre buse est en chauffe, qu'elle réchauffe la buse à la bonne température et qu'elle reparte ainsi de suite là, pour pouvoir continuer notre impression. Vous allez voir aussi qu'il y a un petit bouton juste en dessous qui est marqué un petit X dessus. Ne pas toucher ce bouton-là, ce que ça va causer, c'est que ça va réinitialiser l'imprimante. C'est-à-dire qu'on va repartir de zéro. C'est comme si vous veniez de l'allumer en arrière en stand. Fait que là, c'est ce qu'on ne veut pas. Faites attention, c'est pas un retour en arrière, c'est vraiment un petit bouton de reset. Vraiment, on repart à zéro. Donc, pour finir l'impression, on va arrêter l'impression. On va descendre un petit peu plus bas dans le menu. On va voir arrêter l'impression. Est-ce qu'on est sûr? Bien évidemment, on est sûr. Notre imprimante est arrêtée. Donc, on peut dire prendre notre pièce qui est ici. On peut pouvoir aller dans chaque coin. On va venir la soutenir des deux côtés. On va pouvoir la lever. On va pouvoir retirer notre plaque. Et ainsi de suite. On va pouvoir justement retirer nos impressions par la suite. On va pouvoir vraiment là, tout enlever. Qu'est-ce qu'il y a là à ce niveau-là. Et on va pouvoir justement partir avec notre belle impression. On va l'enlever rapidement. On va s'assurer que tout est bon, pas pire. Il était bien collé pour celui-là, je pense. Et voilà. Quand vous allez la remettre, la plaque, vous allez remarquer qu'il y a des petites vis à l'arrière qui est ici. Sur l'autre côté aussi, vous allez avoir ça aussi, qui est juste ici. Alors, on va venir l'insérer dans les coches qui sont là. En hauteur, s'assurer que les deux côtés, on prend nos deux mains pour s'assurer qu'on est bien. On peut l'aligner. Ensuite de ça, on va la descendre. Vous allez voir que la plaque est magnétique, elle va se coller automatiquement au bed directement comme ça. Ce qui est super à ce niveau-là. Bien entendu, ma buse est encore chargée dans mon matériel. Bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre bouton encore une fois. On a juste un bouton à faire, fait que c'est quand même assez simple. On va aller dans l'option, il reste toujours dans le menu directement principal. On revient, on descend un petit peu, déchargement du fil. Il va nous demander quel fil qu'on avait déjà préalablement chargé, qu'est-ce qui est là. On peut s'indiquer, voir sur la bobine qui est sur le côté. Ça va nous dire exactement où c'est. Nous, c'est du PLE dans ce cas-là. Elle va nous préparer à nous éjecter le filament. Attention, ça peut faire un bip assez fort, fait que c'est juste faire attention pour ne pas vous faire le saut à ce niveau-là. On a laissé chauffer, il n'en reste pas pour beaucoup de temps. On peut voir, on peut se préparer justement à avoir la machine, on va la garder prête de nous, on peut serrer nos outils quand on a fini, le bip qu'on attendait. Là, elle va nous demander d'appuyer sur le bouton pour être prêt à recevoir le fil en nos mains. Et le fil nous le donne directement. Elle rebip pour nous dire retirer le fil immédiatement, parce qu'elle a fini. On peut cliquer dessus. Et on retourne au menu principal. Comme on parlait au début, on va reprendre ça ici. On va venir justement prendre notre matériel. On va le mettre à l'intérieur. On va venir l'enfiler comme il faut. Là, on va s'assurer que notre fil ne bouge pas et qu'il ne peut pas s'entremêler à ce niveau. Quand vous avez terminé avec ça, on le remet dans sa boîte justement comme on a parlé tout à l'heure. Et ensuite de ça, on va pouvoir fermer l'imprimante à ce niveau-là. Vous avez le choix de justement de fermer directement l'imprimante, de faire un X, un reset, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça fait. On pourrait le faire en ce moment. Ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment resetter l'imprimante comme on parlait. Mais vous pouvez l'arrêter directement par en arrière, puis il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si vous avez apporté votre carte SD, vous pouvez la rapporter directement. Puis remettre la carte SD que vous avez pris de la machine dans le petit bloc à côté, dans le petit support carte SD à côté. Vous allez pouvoir le remettre dans l'imprimante et ensuite de ça, vous allez pouvoir quitter sans problème en fermant l'imprimante. Ensuite de ça, vous êtes libre d'y aller sans problème, de récupérer vos impressions si vous les avez laissées pour la nuit. Donc, je pense que ça conclut pas mal de comment utiliser la machine, comment utiliser notre imprimante et Mark 3. On pourra vous montrer un petit peu dans un autre segment pour vous montrer la Mark 4 et son MMU qui a beaucoup plus de matériel à prendre en compte. Donc, on va pouvoir voir ça dans un petit moment. Good! On voyait un petit peu dans la fusée Mark 3 qu'on allait voir justement la Mark 4 justement, qui est celle-ci présentement. Vous prenez en considération que c'est une vraie Prusa Mark 4, non une Prusa Mark 3 qui a été montée en Mark 3.9 comme Prusa l'appelle. Donc, nous, on a une particularité sur la Mark 4, vraiment, sur la Prusa qu'on a ici. On a le MMU 3.0 qui est en arrière, qui est sur la machine, qui est connecté tout le temps dessus. On ne peut pas le désactiver.
Je tiens à mentionner tout de suite, s'il y en a qui veulent faire juste utiliser la marque 4 pour quelque chose d'autre, avec la machine, c'est connecté ensemble. Là, c'est vraiment, on ne touche plus à ça, ça reste comme ça tout au long. Pour démarrer la machine, ben, c'est très simple, c'est la même chose. On va aller avec le bouton en arrière comme la Mark III, c'est la même chose, on va l'allumer. Comme on disait, elle peut prendre un petit peu plus de temps que les autres. Ça peut arriver. Généralement, c'est quelques petites secondes, puis on est déjà arrivé directement dans notre interface. La machine est allumée. Par contre, le menu est encore en train de s'initialiser, on ne panique pas. Ça va y laisser quelques petites secondes. On va l'entendre qui va faire sa remise à zéro comme là en ce moment. Là, à ce niveau-là, elle est en train de se dire « OK, je suis prête » et elle va envoyer le signal à l'imprimante pour pouvoir dire « Je suis prête et je peux t'envoyer des informations à propos de son utilité, de ce qu'elle fait en ce moment. » On va remarquer que la MMU 3.0 a différentes choses aussi. On ne met pas juste une bobine en haut et on la charge dans l'extrudeur qui est ici. Non, là, ce coup-là, on a ce qu'on va appeler le buffer. C'est là où le filament va être mis en tampon avant d'arriver à l'intérieur de la bulle. Fait que là, on peut comprendre très bien que ça ici, cette longueur-là, c'est la longueur qui est à l'intérieur qui est remise en tampon. Elle n'est pas remise dans les bobines qui sont à côté. Elle est juste mise là en attendant du prochain chargement, le fil qui va s'exécuter dans votre impression. Si vous voulez justement être sûr que vous avez les bonnes bobines chargées aux bons endroits, ça va être bien important justement, vous allez avoir des numéros sur le Prusa MMU, vous allez avoir 1 à 5 qui est en haut. Ça va correspondre justement avec le 1 à 5 qui est ici des bobines qui sont à côté. Fait que faites attention de ne pas les mélanger. Si on parle de la bobine 1 qui est ici, la bobine 1 ça va être du noir. Si on s'en vient ici, sur le 1 qui est en haut, ça va donner du noir. Si on charge, ça va être la même chose, on va avoir une clé USB justement pour celle-là, ça ne sera pas une carte SD, on va avoir vraiment une clé USB. Là, ce qui va arriver, c'est qu'on voit que toutes nos bobines sont chargées, mais dans le cas qu'il y a une bobine qui brise, c'est-à-dire que le filament brise à l'intérieur, pas une bobine qui brise littéralement, bien, on va vouloir justement dire qu'on enlève ce matériel-là, qu'on va vouloir justement décharger celui-ci. Vous allez voir que pour décharger celui-ci, vous avez juste à tirer tranquillement sur la bobine. Vous allez pouvoir juste rembobiner. Vous allez voir qu'à un certain moment donné, il y a une petite tension, on peut juste tirer dessus, juste un petit peu. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir le filament à l'intérieur. Vous allez avoir directement un filament qui s'est directement enlevé de notre buse. Faire attention. Certains filaments, ça peut faire longtemps qu'ils sont là et peuvent casser à l'intérieur justement de notre matériel, de tous nos fils qui sont là. Ce qui peut être un petit peu plus long à arranger, ça, cette partie-là, parce que justement, on n'a plus d'accès énorme à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'angle de caméra, on va vous montrer un petit peu l'arrière de la machine au niveau du buffer, pour pouvoir justement dire hey, moi, je vais enlever le matériel qui était de trop, je vais entrer mon nouveau matériel à l'intérieur. On va tout cleaner en même temps pour rentrer la bonne chose, puis on va s'assurer dans le fond que la machine soit parfaite avant de partir de l'impression. Super. Dans le fond, on voit que, comme on disait tantôt, on a retiré notre filament. Ça peut arriver qu'il casse. Là, on va voir ce qui est dans ce cas ici. La bobine a cassé. Normalement, on ne fait que tirer sur notre filament et le filament vient tout seul. Il vient décharger l'entièreté vraiment de notre MMU. Dans le cas qui est là, ben, il n'a pas fonctionné. Donc, on va essayer justement de le faire pour pouvoir l'arranger. On voit que notre numéro ici est un 3. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va devoir suivre justement notre fil 3 et qu'on va devoir aller justement sur le chargement. Là, on va devoir voir qu'on va devoir décharger ça ici. Vous allez voir que c'est une cassette qui est vraiment prise pour notre MMU qui est là. Un autre exemple, on pourrait en sortir un qui est justement sur le bord pour vous montrer comment ça fonctionne. On vient pousser sur les deux languettes et on vient tirer directement dessus. Vous allez voir que lui, il y a un fil qui est encore dedans parce que lui est encore chargé à l'intérieur. On se l'insère, puis là, ça va venir locker en place pour s'assurer de la bonne chose. Vous allez voir que justement, lui ici, là, il n'est plus là. J'ai plus accès à ça, à ce niveau-là. Donc là, ce qu'on va devoir faire, c'est de dire à notre MMU, qui est en avant, on va venir ici, dans notre filament, qui est là. On va aller directement dire décharger le filament. Là, décharger le filament, ce que ça va faire, c'est qu'on va s'assurer qu'il n'y a plus de filament directement dans notre tube qui est ici. Là, on sait qu'il n'y en a plus. Là, on va demander à notre boost de chauffe-eau pour s'assurer qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur, pour s'assurer que tout est fonctionnel
tout est bon. Si un bloc de filament qui pourrait arriver justement là, dans plusieurs raisons, ça va être de regarder justement au niveau de la buse qui est ici. Cette buse-là ici vient déterminer comment on vient enlever notre filament ou déjammer vraiment le filament pris à l'intérieur de notre nozzle qui est là. En changeant l'angle de la caméra, vous allez pouvoir voir que justement, ici, enlevant le petit levier qui est ici, on est capable de se dégager à l'intérieur. Là, on est capable de voir tout ce qui est disponible. Là, on voit que notre bleu à l'intérieur, c'est tout sale à ce niveau-là. Ça, idéalement, dans ces cas-là, vous pouvez nous en avertir. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la nettoyer puis on va venir s'assurer que tout est bon à ce niveau-là. Puis là, c'est pour ça, dans le fond, qu'on vient d'enlever la bobine. Puis la bobine est restée prise à l'intérieur. Supposons que, nous, on va le faire hors caméra, bien entendu, on va enlever le matériel, puis nous, on va s'occuper justement de venir nettoyer la buse pour qu'elle soit correctement propre lorsque vous l'utilisez à ce niveau-là. Là, on va attendre encore un petit peu. On voit une exposition directement qui s'est créée. La buse a voulu sortir le restant de filament, étant donné que là, il n'y en avait pas, c'était juste des petites particules. On sait que c'est correct à ce niveau-là. On sait que lui, il va extraire tout ça. Donc, ce qu'on a fait, là, ce qu'on veut faire, nous, c'est d'éjecter du MMU. Parce que là, on le sait qu'on a un petit bout bleu qui est resté à l'intérieur. Fait que là, on va éjecter du MMU. Fait que là, dans notre filament, encore une fois, dans notre logo filament, on se descend un petit peu plus bas pour éjecter du MMU. Il va nous demander quel slot. On se rappelle toujours que les numéros en haut sont correspondants directement à les numéros qui sont en bas, justement. Nous, on le sait que c'est éjecter le MMU 3.0, éjecter le MMU 3. Donc là, c'est le numéro 3 qui est ici. Donc, on va aller sélectionner sur notre écran le numéro 3. Ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va venir nous chercher directement le filament et il va nous le libérer justement à ce niveau-là. Là, on peut tirer dessus et on peut retirer le filament qui était à l'intérieur, qui était jammé au départ. Ça peut arriver dans tous les cas. On vient vérifier ensuite de ça que tout est bon. Tout est éjecté, oui. On va faire continuer sur l'écran. Et elle va revenir directement. On peut retourner sur notre écran d'accueil sans problème pour le moment. Ce qu'on va vouloir regarder, c'est s'assurer qu'il n'y a plus de fil à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Donc là, on le sait que tout le MMU, tout le filament numéro 3 est dégagé au complet. Donc là, ce qu'il va nous dire, c'est qu'on est rendu à venir justement charger notre filament à l'intérieur. On va reprendre la même bobine dans le cas d'aujourd'hui. Mais on comprend qu'on peut prendre à peu près n'importe quel filament à ce niveau. On se rappelle tout à l'heure, dans le fond, qu'on a pris les pinces pour couper. Ben, dans ce cas-là, on peut le faire aussi pareil, ce qui est beaucoup plus facile pour l'insertion. S'il est coupé franc, c'est moins pire à ce niveau-là. Fait que ça, on peut l'utiliser comme ça. Donc, on le coupe à 45. S'assurer, on le met dans le petit bac pour rester. On peut venir dérouler une partie de notre matériel. On va le retenir dans nos mains. Et ensuite de ça, ce qu'on va arriver, c'est qu'on va venir l'insérer dans le petit tube ici, à l'intérieur. Fait que là, on va venir le pousser directement. Vous allez voir, il suit son chemin, puis il va ressortir directement plus haut. Là, on va voir qu'il va ressortir ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déposer enfin notre bobine, justement, pour la laisser reposer. Je vais juste la remettre pour qu'elle soit correcte. Vous pouvez ajuster toujours une fois selon l'épaisseur du carton ou de la bobine de plastique que vous avez. On est prêt, on peut y aller à notre prochaine main. On va garder notre main sur la cassette, puis on va prendre l'autre fil qui est ici, qui est là. On est retiré à l'intérieur, ça va venir dérouler la bobine. On est à peu près à cette distance-là pour le moment. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'envoyer dans l'autre trou qui est ici à l'intérieur. C'est quand même assez compliqué à faire dans un sens, mais il faut juste savoir rentrer. On va vouloir s'assurer, dans le fond, qu'il s'en va dans l'autre partie de notre filament. Là, on va vouloir y aller jusqu'au bout, mais pas tout à fait jusqu'au bout. On va le sentir, on va arrêter une place, puis on va entendre un petit toc. Ça veut dire que vous êtes arrivé. Là, je sais, je suis arrivé, je bouge, je peux plus. Je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais me mettre près comme le moment qui est ici. Je vais le mettre sur le côté. On va aller sur le devant. Là, ce qu'on va faire, c'est que si tu t'en vas sur filament ici, tu vas faire précharger dans le MMU, on va vouloir précharger la bobine numéro 3. Là, ce que ça va faire, c'est que justement, notre MMU attend de charger le filament. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va me voir un petit peu sur le côté. Je vais pousser à l'intérieur le filament, puis là, m'emmener, whoop, le filament est pris directement dans la machine.
on voit qu'il a arrêté de bouger. Fait qu'on est quand même prêt à remettre la cassette à l'intérieur. S'assurer de faire attention de ne pas briser ou de coincer le fil. Comme je suis en train de faire. Et voilà, on va remettre la cassette à l'intérieur. Gentiment, on la remet à sa place. Et automatiquement, notre fil est chargé dans le MMU à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on va rentrer notre clé USB, on prend toujours en considération que la première partie de la MK3 est déjà faite. Mais là, on va se rendre aussi avec la clé USB. La seule différence, c'est que vous allez voir que lorsqu'on met une clé USB là-dedans, que vous avez mis votre pas votre chargement, mais votre G-code directement pour la MK4, avec les bons settings, bien entendu, du MMU 3.0, vous allez avoir une image qui va apparaître de votre objet. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de savoir si c'est bel et bien là-bas. Si vous avez mis de la couleur aussi, vous allez pouvoir voir exactement si c'est la bonne couleur ou les bonnes choses que vous avez faites. On va insérer la carte mémoire, la clé USB à l'intérieur. Il va nous envoyer exactement comme la Prusa Mark III. Il va nous dire le dernier filament, le dernier G-code qui a été inséré dans la carte mémoire. Par retour, on pourrait revenir sur impression si la clé est déjà à l'intérieur. Et on pourra venir sélectionner tout ce qu'on veut à ce niveau-là. J'y vais ici. On peut voir qu'est-ce que ça me donne. On voit, oh, là je sais exactement. Est-ce que je veux imprimer ça? Non, j'aime mieux pas. Ben moi, je peux retourner directement mon corps que j'avais, le Lego que j'avais ici. C'était toutes les informations qui sont là à ce niveau-là. Vous allez pouvoir voir encore les informations, vous allez avoir le nombre de PLA. PLA, ça veut dire que vous avez 2 PLA à l'intérieur de votre MMU. Vous pouvez en avoir jusqu'à 5, on se rappelle toujours. Vous allez avoir le nombre de temps, toutes les informations qui sera dites à vos paramètres que vous avez choisis aussi à ce niveau-là pour imprimer. Donc, on va vouloir préciser sur imprimer. En imprimant, vous allez avoir la page d'attribution des filaments. Cette attribution des filaments-là, ça peut arriver que vous, finalement, quand vous avez seté dans Prusa Slicer, votre filament 3 qui est bleu, qu'on vient de charger, 4 qui est jaune, qui est déjà chargé, mais ça se peut que vous, le filament dans le MMU qui est juste à côté, celui qui est chargé un petit peu plus haut, bien, elle, ça veut pas nécessairement dire que c'est exactement le fil que vous avez chargé. Donc, ça se peut que vous dites, moi, le PLA 3, prends-le sur la bobine 2. Prends-le sur la bobine 4, prends-le sur la bobine 5. Là, à ce niveau-là, c'est là que vous allez pouvoir changer les filaments et attribuer le filament aux bonnes places si vous voulez changer la couleur. Est-ce que vous voulez avoir du jaune mais vous avez du orange? Vous dites, j'ai la bobine de filament orange qui est sur la bobine 5. J'ai choisi ma bobine 5 au lieu du jaune de la bobine 3. Donc, ce que ça va faire, c'est que je vais pouvoir choisir le jaune. Ce que pour ce faire, bien, là, on peut venir dans le filament. On va pouvoir choisir le filament directement. Et on va pouvoir arranger le tout pour que ça soit comme on souhaite. Si tout est bon selon ce que vous avez déjà fait, normalement, tel devrait être le cas, on va vouloir imprimer. Plus que ça, on va faire, c'est qu'on va laisser la machine partir, chauffer, précharger. Encore le même principe pour le PLA et le PETG, ça va être le même principe. La seule différence, c'est que justement, le MMU, lui, va charger tout seul son filament, un coup qui est chargé dans celui-ci, bien évidemment. C'est ce qui devrait aller au niveau de tout ça. Bien entendu, quand on va vouloir faire pause ou un stop, il va être sur l'écran principal directement, comme ça. Vous allez voir que peut-être vous allez avoir votre image qui va être transparue. On va juste bouger justement la petite molette. L'image va apparaître automatiquement. Puis là, notre réglé, pause, stop est déjà là. Nous, on peut déjà dire stop parce qu'on a déjà vu qu'est-ce qu'on veut faire. Vous nous promptez à dire, est-ce que vous voulez vraiment arrêter? Oui. Automatiquement, on va arrêter sa chauffe. Puis là, nous, il va se mettre en arrêt. Puis on va arrêter ça à ce niveau-là pour la suite. Elle va toujours tomber en mode déchargement du filament. Elle va s'assurer, dans le fond, que le filament soit déchargé pour être bel et bien sûr, dans le fond, qu'il n'y ait rien de resté à l'intérieur. Si tel est le cas, tout est bon, tout est bien, c'est super. Il va décharger ce qu'il avait déjà chargé, ce qui pourrait arriver effectivement. Nous, on a encore le même principe. On a ce coup-là, par contre, qui est marqué Reset sur le bouton. Comme sur la Mark III, on a la même chose. On a marqué le bouton Reset, mais on va s'assurer, dans le fond, que le bouton Reset sert juste à ça. On l'a entendu, elle vient de décharger le filament. Là, ce qui va arriver, c'est qu'on sait qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, qu'elle va arrêter, justement, elle va tomber en expulsion complète. Et voilà. On peut revenir sur l'accueil, et on va retomber sur la même chose, la même place. Même principe, la plaque agit de la même manière, la tête est un petit peu différente, mais va agir un petit peu de la même manière aussi. Lors d'impression, on va faire la même chose aussi à ce niveau-là.
Fait que si vous avez des questions, je n'hésitez pas à vous fier aux responsables des labs qui sont présents des journées. Puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. On va essayer d'être là quand même. Comme vous le savez, on est très occupés. Mais si vous avez un petit moment pour que nous aussi, ça va nous faire plaisir de vous donner un petit moment nécessaire. Fait que sur ça, pour former la MMU, la marque 4 avec la MMU, ben c'est le même principe que les Prusa MK3. On va venir à l'arrière, puis on va venir juste l'éteindre à ce niveau-là. Et on peut ranger nos bobines à ce niveau-là. Ou vous pouvez les laisser à l'intérieur ici sur l'aire de chargement de la MMU. Ça, c'est comme vous voulez, vous êtes obligé de les serrer tout de suite pour celle-là, parce que c'est quand même un long principe de charger et décharger. Fait que si vous avez des questions, quand même, vous référez à nous sans problème. On est quand même ouvert à prendre vos bobines sans problème avec cette machine-là aussi. Il n'y a pas de problème pour ça, ça va nous faire un grand plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup.